What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Alright Max, on va commencer ça. Là. Ça fait un petit bout qu'on jase. Jase. On va lancer ça. Fait que salut tout le monde, j'étais avec Maxime Lafrance Brochu aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir, Steph. Max. Fait que Maxime, planificateur financier chez PPTA Services Financiers. On s'est rencontrés, ça fait une couple de mois. Couple de mois, ouais. Déjà. Je suis ton client, en fait. Ouais. Un scoop. Ouais, c'est ça. Un scoop. Mais surtout parce que moi, pendant longtemps, là, tout ce qui était justement planificateur financier, puis tout ça, là, je comprenais rien là-dedans, les investissements, la bourse, les actions. Là, puis en tout cas, on en reparlera, mais tu as eu une façon vraiment simple avec Oli Laberge, d'ailleurs. Salut, Oli. On va faire du name dropping. On va commencer en force. Mais vous avez une façon de me l'expliquer que j'ai fait « Ah, crime, ça fait du sens. » Fait que là, il y a une relation de confiance aussi qui s'est développée à partir de là. Puis la raison pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui au podcast, bien là, on est début de l'année, mois de janvier, qui dit début d'année, on parle de résolution, c'est sûr. Puis, c'est sûr que souvent, la première résolution qu'on voit, c'est la santé. J'ai fait un autre épisode avec Valérie récemment parce qu'on parlait de ça. Puis l'autre chose qui revient souvent dans les résolutions, c'est par rapport aux finances. Je veux m'occuper plus de mes finances, je veux mettre de l'argent de côté, je veux payer des dettes. Là. C'est souvent des objectifs qu'on va se donner. Ou des fois, ça peut être, je veux faire plus d'argent, mais surtout par rapport à l'investissement, à l'économie, à payer des dettes. Fait que c'est un petit peu pour ça que, oui. Puis je voulais t'avoir aujourd'hui. Puis je suis content que tu le fasses aussi en début d'année. C'est un bon moment, je pense, que pour m'inviter sur le podcast. Puis écoute, c'est sûr que les résolutions à chaque année, il y en a toujours des classiques qui reviennent à chaque année. Mieux manger, peut-être moins dépenser, mettre plus d'argent de côté. On dirait que c'est toujours les mêmes qui reviennent. On les commence, puis souvent on les abandonne. Fait que un peu notre plus grand rôle en tant que planificateur financier, souvent avec les gens qui ont ces types de résolutions-là, c'est justement de les accompagner pour pas qu'ils les abandonnent. T'sais. Fait que c'est de leur bâtir un plan financier. Qui va leur permettre, selon leurs objectifs, parce que chaque personne va avoir des objectifs différents dans la vie. Puis nous, on est là comme un peu un médecin de famille, on les reçoit en consultation, un petit peu au bureau, puis là, on peut évaluer leur situation personnelle puis regarder c'est quoi leur objectif profond, c'est quoi vraiment qu'ils veulent accomplir dans les prochaines années, moyen terme, long terme. Comment est-ce qu'on peut les aider là, avec ça? Puis à accomplir. Les résolutions, c'est souvent nous, on appelle ça des objectifs financiers. Puis des objectifs, ils peuvent changer en cours de route aussi. Mais souvent, les gens se remettent en question dans la période des fêtes, puis en début d'année, tu as raison, Steph. Fait que nous, on a souvent des appels de gens qui veulent regarder ça, puis aussi des références même de gens de leur famille. Souvent, ils se sont rencontrés pendant les fêtes, ils ont parlé de finances personnelles, justement, de comment ça va leurs affaires. Puis là, appelle Max. Fait que je reçois beaucoup d'appels fin décembre, début janvier. C'était ça, en fait, justement, ma première question que je voulais te poser. Tu vois-tu, as-tu du monde, justement, avant les fêtes qui t'ont appelé pour booker des rendez-vous en commençant l'année pour dire, OK, je veux commencer l'année en je te dirais que décembre, là, il n'y a personne qui veut nous voir. Je te dirais, avant Noël, le monde sont déconnectés complètement. Là. Je te dirais qu'à partir de la 2e, 3e semaine de décembre, là, sont en mode cadeau de Noël, planification des parties de Noël, parties de famille. Je te dirais que c'est beaucoup plus tranquille au bureau, mais je te dirais que cette année, ça a été différent un peu. J'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont appelé. Je ne sais pas s'il y a un revirement de situation tranquillement qui s'opère. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit je veux booker un rendez-vous soit là ou tout de suite après les fêtes. Fait que ça a été bon là, pour le bureau.
Au bureau, on a quand même une super grande équipe, fait qu'on de conseillers. On a des planificateurs financiers, on a des conseillers en assurance, des conseillers en placement. On est rendu avec une dizaine d'employés. Fait que non, ça roule nos affaires. Fait qu'on était content quand même un mois de décembre qui a été plus achalandé que d'habitude. Là. Ah ben c'est cool ça. C'est sûr qu'en immobilier aussi, là, décembre, c'est plus tranquille. C'est pas le gros mois. Ouais, Début de l'année, là, on est dans la deuxième semaine de janvier, on enregistre ça. Puis en tout cas, nous, on le voit au bureau, là, il y a comme un regain, j'imagine, de ton côté. Oui, même chose. On revient là en mode que les vacances, c'est fini, puis peut-être là, les billes de carte de crédit, ils rentrent, ils sont comme, OK, il faut que je reprenne ça. C'est ça, puis tu sais, il y a tout le temps l'espèce de période réelle qu'on appelle, là, entre guillemets. Ouais. Parce que c'est quoi, tu as jusqu'à fin mars? Jusqu'au 1er mars. 1er mars, OK. Ouais, pour contribuer pour les impôts qui s'en viennent. Ou tu pourrais contribuer puis les utiliser pour les impôts de l'année d'après. OK. Mais c'est juste qu'au lieu que ça soit le 31 décembre, la date limite, le gouvernement s'est dit on va leur donner un 60 jours au début de l'année pour contribuer. On leur laisse comme un buffer un peu. Là. Parce que c'est sûr qu'ils mettent la date limite au 31 décembre. Le monde, pendant le temps des fêtes, ils pensent pas trop à... Ils pensent plus à aller magasiner au Walmart qu'à aller placer des REER avec leur planificateur financier. Oui, c'est ça. C'est moins excitant. Oui, ils ont laissé comme un 2 mois là, pour pouvoir contribuer au REER. Fait que souvent, ça, les gens, c'est comme un dernier sprint là, pour pouvoir contribuer au REER. Fait que les gens nous appellent beaucoup dans cette période-là. Fait que oui, ça recommence à être super occupé. Ouais. OK, good. Écoute, juste avant qu'on aille plus loin, là, je fais une petite présentation rapide. Là. Bon, tu travailles pour service, PPTA Services financiers. Oui. Mais c'est quoi ton background? Ça fait quoi, 5 ans? Chez PPTA, ça fait 5 ans. Puis avant, t'étais-tu dans un autre... T'étais-tu déjà planificateur financier? C'est quoi le background un peu? Oui, dans le fond, j'ai commencé ma carrière... Moi, c'est drôle, je viens de la restauration, du domaine de la restauration. Okay. Initialement, j'ai travaillé en restauration presque 6 ou 7 ans. Pendant mes études à l'UQO. J'ai étudié à l'UQO en finance, en administration, profil finance. J'ai fini mon bac à l'UQO. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler pour un des plus gros assureurs québécois là, ici au Québec. Puis là-bas, j'ai commencé comme conseiller en sécurité financière. Puis ensuite, je suis devenu directeur d'équipe, directeur des ventes là, pour une équipe de vente là, pour un assureur. Ça a duré 5 ans. Puis après ça, je suis parti chez PPTA avec un autre avec Olivier. Justement, on est rentrés pas mal en même temps chez PPTA, je te dirais, là, les deux. Là. On était chez un assureur, puis on a décidé les deux de partir presque en même temps. Fait que vous travaillez déjà ensemble. Oui, c'est ça, on se connaissait un peu avant. Okay, fait que ça remonte assez loin, ma relation avec Oli, mon partner. Fait que c'est cool. Fait que PPTA, ça fait depuis 2004 que ça existe. Une grande équipe, comme je te disais tantôt. Puis c'est sûr que les deux associés fondateurs, il y était 3 associés au départ. C'est pour ça le PPT, c'était Patry, Poulain, Trahan et associés. Okay. Il y avait 3 personnes. Il y a une femme qui s'est retirée. Il restait 2 personnes. Donc 2 associés. Puis eux, cherchaient une relève là, pour le cabinet. On parlait tantôt de clientèle. Nous, on peut. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'il y avait déjà une clientèle existante. Je cherchais une relève des conseillers plus jeunes. Donc le match était bon. Donc c'est là que je me suis joint avec eux. Puis pendant que j'étais chez l'assureur, parce que je travaillais pour l'assureur, j'ai fait mon cours en planification financière. Parce que là, avant, tu étais conseiller en sécurité financière, puis maintenant planificateur. Puis c'est quoi la différence exactement? C'est vrai que ça, c'est une bonne question que tu me poses, Steph, parce qu'au Québec, les gens mélangent beaucoup les titres. Parce que le titre conseiller financier, ça n'existe pas. Si tu vas à l'autorité des marchés financiers, puis tu cherches un conseiller financier, ou toi-même, tu t'appelles conseiller financier, c'est illégal. Okay. Le titre conseiller financier n'existe pas par l'autorité des marchés financiers. Donc, au Québec, tu ne peux pas porter ce titre-là. Puis, tu sais, souvent, les gens, sur Internet ou des influenceurs peuvent se dire conseiller financier ou, tu sais, il faut faire attention avec les titres. Là, on a bien... Coach financier, on le voit souvent. Faut faire attention. Il y en a probablement qu'il y en a qui donnent de superbes conseils, puis que c'est super bon, puis je n'ai pas de jugement par rapport à ces gens-là, mais il y en a qu'il faut faire attention. J'aime mieux dire aux gens, peut-être de vérifier l'information 2 fois. Là. Ouais. C'est pas juste faire confiance à quelqu'un que tu vois sur Instagram dans une story, puis carte de crédit, comment ça fonctionne une carte de crédit, un compte bancaire, comment ça fonctionne les assurances. C'est des affaires de base que on s'est pas fait. Ouais, c'est ça. On s'est pas fait apprendre nécessairement. Ben, au moins juste d'être allumé, tu sais, d'en parler. Au secondaire, on se souvient pas tout de ce qu'on a appris, mais au moins d'être allumé sur certains points. Ouais. Déjà là, on avait un cours d'économie en secondaire 5, mais c'est de la macroéconomie. Là,
C'était pas mauvais, mais c'était pas de la finance personnelle. Mais je pense que maintenant, ils ont commencé à l'offrir, le cours. En finance personnelle, puis c'est une bonne chose, là. Parce que il faut, c'est tellement important, tu sais, ta santé financière. Ouais. Les nouveaux clients que tu rencontres, tu dirais-tu que sont bien. Tu trouves-tu qu'il manque d'éducation, justement, par rapport à la santé financière? Tu sais, parce que tu rencontres des entrepreneurs, du monde qui ont des professionnels, tu sais. Puis tu trouves-tu que des fois, il manque justement de cette éducation-là? Comme moi qui étais un ignorant dans la matière. C'est sûr que souvent, là, notre premier travail quand on rencontre un client, c'est l'éducation financière. C'est de leur apprendre. Moi, je dis toujours, tu ne perdras jamais ton temps avec un rendez-vous avec nous autres, avec l'équipe chez PPTA, peu importe c'est qui tu rencontres, tu ne perdras jamais ton temps. Tu vas sortir de là, puis tu vas avoir appris quelque chose, tu vas te dire, hey, ça, je savais pas ça, puis écoute, il m'a allumé là-dessus, là tu penses rien qu'à ça. Fait que c'est souvent l'éducation financière, puis c'est ça qu'on essaie d'apporter beaucoup. Puis après ça, ben, les gens ils nous rappellent pour faire acheter d'autres produits ou faire un plan financier. Quand moi, je leur montre, je suis juste content de leur montrer des choses, puis de les éduquer financièrement, puis que leur finance personnelle est mieux après qu'ils soient sortis du bureau. Fait que c'est ça le but. Fait que nous autres, quand on rencontre les gens, c'est souvent d'établir, comme je te disais tantôt, les objectifs. Puis après ça, une fois que les objectifs, on les connaît, ben là, on peut établir un plan financier. Puis là, on établit les bases du plan financier. Fait que souvent, les bases du plan financier, nous, notre clientèle, c'est beaucoup des travailleurs autonomes, un peu comme toi, Steph, des propriétaires d'entreprises, encore comme toi. Fait que tu as plein de chapeaux, tu sais. Ouais. Fait que souvent, les gens portent plusieurs chapeaux. Fait qu'on a des professionnels, des professionnels de la santé, des travailleurs autonomes, des gens qui ont des compagnies de construction. Notre clientèle est assez variée, mais ces gens-là, l'éducation financière, ça peut varier quand même d'un client à l'autre, mais ces gens-là n'ont pas de protection d'assurance offerte par leurs employeurs, n'ont pas de fonds de pension comme quelqu'un qui travaillerait au gouvernement fédéral. Donc, ces gens-là, ils ont besoin d'avoir des conseils financiers et d'avoir une planification financière parce que eux, c'est 100 fois plus dangereux s'il leur arrive quelque chose. Là. Ils n'ont pas nécessairement les assurances puis le fonds de pension que les gens au gouvernement vont avoir. Fait que tu dois avoir, c'est ça, beaucoup de monde au secteur privé, des entrepreneurs. C'est 95% de notre clientèle, c'est ça. Ouais. Puis, tu dirais-tu qu'à ce stade de l'année, c'est beaucoup des nouveaux clients ou des clients existants qui revoient peut-être leur stratégie? Moi, j'essaie toujours de faire un mélange des deux. J'essaie toujours de garder de la place dans mon horaire pour rencontrer ces deux types de clients-là. Parce que, tu le sais aussi, tu es dans le service à la clientèle comme moi, c'est toujours le fun d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Mais tes meilleurs clients, c'est souvent les gens qui sont fidèles à toi depuis 1 an, 5 ans, 10 ans. Ouais. C'est souvent ces gens-là qui restent le plus proche de toi et qui vont même te référer de leurs amis, de leur famille. Plus que tu en prends soin, plus qu'eux vont te référer. T'sais. Puis ça, c'est la plus belle marque de reconnaissance de nos services ou d'un service que je peux apporter à un client. S'il me réfère à quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, ça vaut de l'or. Là, oui, c'est sûr. Donc, non, je te dirais que janvier, février, dans le début de l'année, c'est plus des clients existants. Pour répondre à ta question simplement. Là, je garde plus de temps pour mes clients existants pour bien commencer l'année avec eux. Bien starter l'année. C'est quoi le plan de match? Est-ce qu'on fait de l'épargne systématique plus avec le CELI, plus avec le REER? C'est où qu'on met les sous cette année? Dans quoi qu'on va investir? Donc, ça, c'est d'établir le plan de match. C'est sûr, c'est le fun de le faire au début de l'année. Fait que oui, beaucoup de clients existants. Ouais. Les nouveaux clients qui t'approchent, les gens qui viennent te rencontrer justement, qui ont un objectif, une résolution, qui arrivent avec un projet, tu trouves-tu que souvent, ils ont de la misère à tenir cet objectif-là, cette résolution-là pour l'année au complet puis les années à suivre? T'en vas-tu souvent, mettons, tu vas partir un plan d'épargne, puis là, 2 mois après, écoute, finalement, on peut-tu baisser les prélèvements automatiques ou on peut changer ça parce que là, ça... Ben, c'est personnel à chaque client. Puis je pense que ça reflète peut-être un manque de discipline personnelle, peut-être dans d'autres sphères de la vie aussi. Il y a des clients un peu qui sont... puis tu sais, chacun arrive dans un stade de sa vie, des fois que c'est plus rock'n'roll un peu, là, que c'est moins stable. Je te dirais que souvent, quand les objectifs ou les résolutions ne sont pas tenus, c'est qu'il y a un gros changement. Donc quelqu'un... à leur situation d'emploi. Oui, c'est ça. Fait que ça, tu peux pas contrôler ça. Ça revient tantôt à dire... c'est une maladie qui t'arrive. Personne ne le sait quand tu vas avoir un cancer ou une sclérose en plaques ou tu le sais pas quand ça t'arrive. Ça l'arrive, ça l'arrive. Ouais. Fait que c'est souvent quand ça l'arrive, mais c'est souvent là que je vais avoir un appel puis il faut se re-rencontrer. Des fois, c'est des événements plus heureux. Madame tombe enceinte, Madame à la couche,
Ou tu changes d'emploi, tu as une promotion ou tu as un autre employeur qui t'offre. Souvent, les gens m'appellent, je devrais-tu changer d'emploi? L'employeur X m'offre ça, l'employeur Y m'offre ça. Es-tu capable de me donner un conseil là-dessus? Ouais. Fait que tu vas avoir des appels comme ça aussi? Ben, Steph, c'est drôle, tu poses la question parce qu'on a des appels sur n'importe quoi. Tu demanderais à Oli. Ouais. Les gens nous appellent pour... Pas juste par rapport aux actions, aux placements ou aux assurances. Plein d'affaires, ouais. Plein d'affaires qui a rapport à... Tout ce qui touche, en gros, les finances personnelles. Le financement, l'assurance auto. C'est une question, mettons, pour le monde qui s'achète une maison par rapport à leur paiement hypothécaire, ils vont t'appeler et dire là, peux-tu me permettre ça selon... C'est pas super... le calculer un paiement hypothécaire, on a tous nos calculateurs faire ça. On est capable de leur montrer un peu, regarde, ça va être si tu prends un financement de temps. Là, on leur dit, la première étape, tu rencontres un courtier hypothécaire pour te faire préapprouver. C'est important, c'est la base. Si vous nous écoutez, vous voulez être sur le marché en 2023, la base, là, voilà. Préapprobation hypothécaire. Fait que on est un peu comme le médecin de famille, le médecin généraliste, et que le client vient voir avec un bobo, un problème, puis là, on peut l'envoyer au bon spécialiste. Ouais. C'est ça qui est le fun. Moi, je travaille de concert avec plein de monde. Des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Je travaille avec des comptables, des fiscalistes. C'est le fun. Moi, j'adore ça, être un peu le chef d'orchestre d'un client. C'est cool. Souvent, c'est ça. Tu vas être la personne ressource c'est pour ça, le client. Ressource, ouais. Puis là, j'ai tel projet, qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai tel problème, qui tu me conseilles d'aller voir? Souvent, les gens me parlent de rénovation dans leur maison. Ben écoute, j'ai un gars, justement, c'est un bricoleur, c'est un de mes clients super bon. Écoute, il va te faire ça. Appelle-les pour des affaires de même. T'sais. On match du monde ensemble, puis on connaît tellement de monde. T'sais. On connaît du monde dans tous les domaines. C'est vraiment le fun pour ça. Ça serait quoi, tu dirais, mettons comme moi, quelqu'un qui avait aucun... à part dans l'immobilier, là, j'avais aucun placement. Ouais. C'est quoi la première chose que tu vas suggérer pour monsieur, madame, tout le monde? Pas nécessairement un entrepreneur, là, parce que les gens qui nous écoutent, c'est pas nécessairement tous des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs, mais monsieur, madame, tout le monde qui dit « Moi, je veux commencer à mettre de l'argent de côté pour plus tard, pour ma retraite. » C'est quoi la première chose que tu vas regarder? Première étape, c'est de faire une première rencontre, une collecte de données qu'on appelle. Donc moi, je donne souvent, je reviens tout le temps à l'exemple du médecin parce que ça frappe les gens. T'sais. Je m'en vais chez le médecin, j'ai mal à un genou. Il me donne une prescription pour des Advil. Je prends ces Advil, j'ai plus mal au genou, tout va bien. Mais peut-être que 2 semaines après, j'ai encore mal au genou. Peut-être que ça venait de mon dos, tu comprends? Peut-être que c'est une complication qui venait du dos, mais il n'a jamais évalué ça. Hein? Et moi, je peux pas recommander un produit d'investissement ou un produit d'assurance à un client si je n'ai pas évalué sa situation au complet. Par la loi, je peux pas le faire. Puis je me sentirais pas à l'aise de faire ça non plus. Je peux pas faire ça pour un client, ça n'a aucun sens. Je suis mieux de connaître sa situation au complet, lui poser beaucoup. Parce que les gens, souvent, c'est un sujet très sensible, leur finance personnelle. Après la santé, c'est quoi tu veux pas trop parler? C'est tes finances personnelles. C'est un sujet qui est assez tabou, hein? Ben, c'est ça. L'argent, les finances. Surtout au Québec, l'argent, les parents avec les enfants, tu savais-tu comment tes parents faisaient, toi, quand tu étais jeune? Rappelle-toi-en. Ben, je pense que même à ce jour, je sais à peu près, mais c'était pas une discussion ouverte. Ouais. Il nous disait, j'ai entendu, mettons, REER, placement, investissement, mais on ne savait pas exactement c'était quoi, comment ça fonctionnait. C'est important de mettre de l'argent de côté pour ta retraite. OK, parfait, mais... Tu peux en mettre dans un compte épargne à 0,0 quelques pourcents ou l'investir où est-ce que tu vas aller chercher un meilleur rendement. C'est un peu tabou. On dirait que plus tu fais d'argent, on dirait que moins tu veux en parler, plus que tu veux te cacher presque. On dirait c'est spécial parce que moi, ma fille, j'ai des bonnes discussions avec. Je parle de son compte d'études avec elle, je parle du salaire que je fais, comment je fais mes impôts, comment ça fonctionne, la carte de crédit, je montre mes relevés. Pourquoi ne pas être ouvert là-dessus? Puis, pourquoi ça serait tabou? C'est pas mauvais de faire des sous puis de réussir dans la vie. Là. Ça devrait être encouragé. Là. Ben, c'est ça. Ça n'a aucun sens, tu comprends? Ouais. Pour moi, c'est un non-sens. Fait que souvent, les gens, pour en revenir à ce que je voulais dire avec leur plan financier, c'est que je dois les faire parler. Je dois leur poser beaucoup de questions. Fait que souvent, puis je les avertis au début. C'est là, on va prendre une photo de votre situation en ce moment. Puis je vais avoir beaucoup de questions personnelles à vous poser. Là. Mais j'ai pas le choix de faire ça. Parce que plus que j'en sais sur vous, meilleur je peux vous conseiller. T'sais. Puis les bons produits pour accomplir vos objectifs. Si je fais pas ça,
mais je ne ferais pas mon travail comme il faut, de planificateur financier. Ben non, c'est ça. Puis, c'est important d'être honnête. Des fois, on a des dossiers au niveau des hypothèques, là, tu sais, puis financement, là, tu penses que le client a tout dit au courtier hypothécaire, puis là, finalement, à la dernière minute, ça pète parce que j'avais oublié cette dette-là. C'est vrai, mais là, c'est parce que c'est à cause de ci, puis de. OK, mais si on l'avait su au début, on aurait travaillé différemment. Ouais. Fait que non, j'imagine que c'est important, c'est ça, que le client soit transparent. Puis tu sais, c'est vrai que au Québec, c'est tabou, puis ça devrait pas, parce que une santé financière, avoir une certaine liberté financière ou savoir que tu vas être correct. Tu sais, le stress financier, là, moi, j'ai eu des périodes où est-ce que je l'ai vécu là, comme vraiment intense, puis tu veux pas ce stress-là. Il n'y a personne qui va avoir ce stress-là, tu sais. Non. Tu sais, on dit pas, tu sais, tantôt je disais, c'est faire de l'argent, mais il y a faire de l'argent pour être à l'aise financièrement, puis il y a faire de l'argent, tu sais, de ne pas, tu sais, souvent les gens, ils s'imaginent que faire de l'argent, c'est mal, dans un sens que le monde, ils vont juste dépenser ça dans des affaires niaiseuses, puis d'acheter des gros bateaux, puis des grosses autos, tout ça. Mais des fois, quand tu commences à faire beaucoup de sous, mais c'est le fun de peut-être de te faire des petites gâteries à toi, ou peut-être d'aider tes enfants avec leurs études, peut-être de donner un petit montant à tes parents pour leur payer un voyage parce qu'ils sont rendus à... Tu sais, c'est d'avoir cette... Moi, je trouve que d'avoir de l'argent, c'est d'avoir de la liberté. La liberté de faire qu'est-ce que tu veux faire. Si tu as le goût, toi, de faire un voyage humanitaire une année, puis de ne pas avoir de salaire pendant 6 mois, parce que tu as travaillé fort et tu as fait bien de l'argent les 10 années avant, ben c'est cool de pouvoir le faire, tu comprends? Si tu as le goût de donner une œuvre de charité une année parce que ça te tient à cœur, la maison Mathieu Froment à Gatineau, mettons. Name dropping. On encore pas la plugger, ouais. Non, c'est ça. Mais c'est une cause qui m'est venue en tête. Puis au bureau, on est beaucoup dans la philanthropie, tu sais. On est beaucoup là-dedans. Fait que c'est d'avoir la liberté, je trouve. De faire beaucoup d'argent, c'est d'avoir la liberté. De faire des choix puis de pouvoir utiliser son argent pour des causes qui nous tiennent à cœur ou faire un projet qui nous tient à cœur ou d'aider sa famille. C'est le fun. Ouais. Puis à l'autre spectre, ben, comme tu dis, tu as l'insécurité financière que là, tu vis de paye en paye, puis tu le sais pas si tu vas avoir assez de sous pour boucler ton mois. Puis tu as un entre-deux. Tu sais. Ouais. Mais je pense que la moyenne du monde, comme j'avais entendu ça, je pense que c'était aux États-Unis, par exemple. C'était pas au Canada, c'était aux États-Unis, mais c'était 75% du monde qui vivent de paye en paye. Ça doit ressembler à ça au Canada, tu sais. Ben, les taux d'endettement augmentent à chaque année, tu sais. C'est fou. Si tu manques une paye, ben là, t'es fucké pour le reste du mois, là. Ouais. C'est intense quand même, là. Tu sais, les premières recommandations qu'on fait souvent, c'est, puis on l'a vu, ça a été exposé pas mal pendant le COVID, le fonds d'urgence, là, quand même, pas grand monde que ça, là, un fonds d'urgence de 3 mois de paye, là. Ouais. Que tu es capable de payer ton auto, ton téléphone, ton hypothèque, ton loyer, peu importe. Ouais. C'est 3 mois selon l'IQPF, selon l'Institut québécois de planification financière. Tu vas avoir 3 mois de côté. Tu sais. 3 mois de revenus bruts. Fait que tu fais 2000$ par mois. T'acheter une nouvelle télé ou... Ouais. Fait que tu sais, c'est souvent dans les premières étapes avec mes clients, on regarde tout ça. Là, c'est la fondation de ton plan. C'est que si demain matin, bang, il arrive un événement incontrôlable, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être un accident de char, ça peut être ta maison qui passe au feu, ça peut être une perte d'emploi. Tu le sais jamais. Fait que as-tu un petit fonds d'urgence puis as-tu des bonnes assurances? Tu ne veux pas être trop assuré, tu ne veux pas être sous-assuré. Tu ne veux pas en payer. Tu veux pas en payer pour des assurances qui ne servent à rien. Ça, c'est la pire affaire. Ou que tu ne comprends pas. Ouais. Fait que souvent, en première étape, ben, c'est quoi tes assurances que tu as déjà? Fait que là, on ramasse tes contrats. Puis là, on fait le ménage là-dedans. Tu sais, quelqu'un pourrait avoir 1 million en assurance vie, mais il n'y a même pas d'assurance pour protéger son salaire. Mon chum, si t'es mort, là, t'es mort. Mais si t'as un accident, puis là, tu peux pas travailler, puis t'as pas de revenus qui rentrent, c'est là que t'en as besoin. T'es encore en vie, là, tu sais. Vous autres, il y a vraiment 2 aspects. Là. Tu vas aider les gens. Tu as un aspect qui va être aider le monde à faire fructifier leur argent, à prévoir pour plus tard, à les enrichir. Puis tu as un côté aussi qui va être, tu prévois le pire dans un sens qui peut arriver demain matin. Tu peux avoir un accident demain, tu arrêtes de travailler. Fait que tu as vraiment les deux. Oui, ça fonctionne. Puis c'est ça que je dis souvent à mes clients, je peux pas tout faire d'une rencontre. Tu sais. C'est parce qu'un plan financier, ça se bâtit pas en une journée. C'est comme quand tu construis ta maison. Tu commences pas par installer la cheminée sur le toit. Là. Tu commences par quoi? Tu coules ta fondation. Tu creuses ton trou, tu coules ta fondation. Après ça, tu mets ton premier étage. Fait que les premières rencontres, c'est souvent de regarder, justement, ça se fait en vraiment... Les 2 grosses étapes, c'est ta sécurité financière, puis après ça, comment fructifier l'extra de ça. Une fois que ta sécurité financière est établie, ta base est... Tu dors bien le soir, tout est beau. Ouais. Mais là, après ça, avec l'extra, ben là, il faut planifier. Surtout que tu commences à travailler, tu planifies ta retraite quasiment. Là. Ouais. Et puis
souvent les jeunes, ils veulent pas trop y penser à la retraite, mais tu devrais y penser tout de suite quand tu es jeune. C'est le meilleur temps d'y penser. Parce que plus que tu en mets quand tu es jeune, mais plus que ça a le temps de fructifier jusqu'à ta retraite, right? L'intérêt composé, la 7e merveille du monde. Fait que ça, c'est la 2e étape. Pas la 8e merveille. Il y en a déjà 7, Il y en a déjà 7, fait que c'est la 8e. On va couper ça. On va couper ça. Mais non, c'est ça. Fait que, combien de personnes tu connais de notre âge, mettons, entre 30 et 40 ans, qui se disent hey, si j'avais compris ça à 18 ans, puis j'avais commencé à mettre de l'argent de côté. Si je t'avais rencontré. Ça, si je t'avais rencontré. C'est pour ça que j'adore rencontrer des gens en bas de 30 ans. Moi, ça me. Parce que s'ils allument tout de suite, t'es capable de mettre un plan, puis rendu à 45, 50, tu fais garde là, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on travaille ensemble, garde où ce que t'es rendu. Mais il est jamais, dans la trentaine, c'est une belle période aussi. Dans 40, il est jamais trop tard. Je rencontre des gens qui ont 50 ans, puis ils ont quelque chose en place, mais ça n'a jamais été trop structuré. Ouais. Ça a toujours été. L'autre peu dans un REER, un peu. Ouais, c'est ça. La banque m'appelait là, le 12 février, puis on mettait 10 000 en REER là, ou 5 000, mais je ne savais pas trop pourquoi, puis qu'est-ce que ça donnait. Ouais. Mais je me faisais dire de le faire, puis je le faisais. Ouais. C'est comme un peu quand tu as faim, puis tu dis j'arrête au McDonald's. Ouais, c'est un fast-food de la finance. Ouais. Je veux pas commencer à. Les banques, tu peux avoir une super belle relation avec ton conseiller bancaire ou avec ta personne qui te sert dans une banque. Mais souvent, c'est dans une banque, quand tu vas là, ton institution financière, ils ont un petit peu moins de temps à passer avec toi. Puis souvent, les autres, ils vont se faire dire par leur banque ou, mettons, par leur institution financière, il faut que tu vendes ce produit-là parce qu'on a besoin d'en vendre tant ce mois-ci. Ouais. C'est ça le fast-food de la finance. Exact. Tu rentres là, puis prends un CELI parce que là, puis compte épargne, parce que c'est ça que ça te prend. Ouais, c'est la base, il te faut ça. Il a passé 20 minutes avec toi et qu'il ne te connaît pas, là. Moi, c'est ça que j'adore de ma job. J'apprends à connaître tellement de monde. Là. Je connais tellement de monde. J'adore ça, jaser. Puis avec les clients. Puis j'adore ça. Ouais, après ça, c'est que tu crées des relations plus que juste transactionnelles. Là, puis on se parle une fois par année pour savoir ça a été quoi le rendement. Là. Ça a été dur pendant le COVID. Là, moi, ça a changé mon domaine. Zoom pas mal plus. Ouais. Puis tu sais, au début, dans mon domaine, quand j'ai commencé il y a 10 ans, puis jusqu'avant le COVID, on allait chez les gens. La majorité du temps, tous mes rendez-vous étaient à domicile, presque. 90% de mes rendez-vous. Ouais. Quand même. Hein? Ouais. Fait que je prenais mon auto, puis je m'en allais chez les gens. Ça doit être tough de faire de la prospection dans votre domaine, tu sais. Parce que c'est pas un sujet qui souvent qui est excitant. Parce que moi, je me dis ça de votre domaine, tu comprends, Steph? Qu'est-ce que c'est dit? Que je trouve ça dur. Si je serais courtier immobilier, je ne saurais pas où faire ma prospection. Ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose, une maison, c'est excitant. Des fois, c'est pour de mauvaises raisons, mais c'est excitant, c'est une nouvelle étape, c'est une première propriété, on grossit, on investit dans. Je sais pas, c'est plus tangible peut-être. Ouais, c'est bien plus excitant. Puis c'est ça, je parlais. Je pense que les gens comprennent plus. Ouais. Mais je me souviens, moi, ça fait. On dirait que quand tu commences à réussir un peu, à avoir du succès, le monde assume que tu fais de l'argent. Puis là, je me suis fait solliciter pas mal, mettons, dans les derniers 2 ans, là, par un paquet de planificateurs, justement. Puis, j'étais plus ou moins réceptif à ça. Puis, vous autres, c'est moi qui est allé vers vous autres. Parce que je m'étais toujours. Toi, je te connaissais pas, mais Oli, je m'étais toujours dit quand je vais être rendu là, je vais aller voir Oli chez PPTA. Ah, c'est cool, Steph. Hein. Je savais que tu avais pensé à nous autres. C'est ça, dans ma tête, c'était ça, mais je me faisais cold caller, je me faisais prospecter, puis ça doit pas être évident parce que c'est pas excitant de se faire parler d'assurance puis de placement. Non. Tu m'appelles, on se connaît pas, tu essaies. Je suis Colin, ça doit être rough. Ouais, puis là, c'est des relations qui sont peut-être plus longues à bâtir que si tu vendais, mettons, un produit. Oui, c'est sûr que dans notre domaine, c'est parce que dans notre domaine, en tant que conseiller en sécurité financière, en tant que planificateur financier, sky's the limit. Là, n'importe qui peut être ton client. T'sais. N'importe qui a besoin de planification financière, dans le fond. T'sais. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être propriétaire du dépanneur. Ça peut être ton barbier. Ça peut être... parce que moi, justement, j'étais chez mon barbier il y a 2 semaines. Puis là, il me disait qu'il y avait eu une bonne année. Puis je savais un peu ce que je faisais. Puis il dit, il faudrait peut-être que je prenne du REER. Hein? Il dit, écoute, ça, il faudrait vraiment qu'on se rencontre pour en discuter un petit peu plus longuement. Puis là, j'ai fini mon rendez-vous, me suis fait couper les cheveux, payer ma coupe de cheveux et laisser ma carte. Ouais. Fait que, ça, c'est de la prospection qui se fait un peu plus naturellement. Ouais. Puis tu peux y aller aussi avec du cold call. Moi, j'ai jamais été dans la stratégie de cold call. J'ai toujours... J'en ai pas fait. Ça me tentait pas d'en faire. Je l'ai essayé, puis j'aimais pas ça. C'est tough. Cogner aux portes, faire du cold call. Moi, je suis toujours dans un peu plus au niveau des...
c'est souvent que je dis toujours à mes clients, quand j'ai eu des bonnes rencontres, tout ça, ils disent, vous savez, nous, la plus belle reconnaissance, c'est que vous parlez de notre bureau dans votre famille, juste d'en parler, de qu'est-ce qu'on fait, comment on vous a aidé. Ouais. Puis c'est beaucoup du bouche à oreille. Au bureau, nous, dans le milieu d'affaires, dans le milieu des gens en business, ça se parle beaucoup. Donc, on a beaucoup d'appels entrants ou des gens qui nous connaissent là, de nom. Puis on se tient aussi dans la chambre de commerce, dans des événements. Fait que c'est du réseautage naturel. Moi, c'est ça que j'aime. T'as entendu parler, tu connaissais Oli, là, tu t'es dit, c'est un bon moment. C'est plus comme ça, nous, qu'on prospecte. C'est des clients qui nous réfèrent beaucoup. On a quand même un nom connu là, depuis 2004 qu'on est en opération. Donc, ben oui, c'est sûr que c'est un moment donné. Ça fait longtemps que votre nom est connu. Mais quelqu'un qui je commence... lève mon chapeau, en tout cas, de faire ta prospection de même. Parce que... C'est pas... Mais tu sais, c'est parce que moi, comme courtier immobilier, je me dis... Comment tu trouves du monde qui veut vendre leur maison? Tu les appelles, tu veux-tu vendre ta maison? c'est comme tu appelles le monde sur du proprio. Tu viens de vendre... Quelqu'un me disait, un de mes amis qui est courtier aussi, me disait, moi, je vends une maison dans un quartier, je fais le tour. Voir les voisins. Puis dire que j'ai fait ça. Juste laisser mon nom, tu sais. Sans être trop agressif. Puis toujours être plus comme... C'est pas être agressif là, dans la prospection, mais d'être juste comme... d'informer les gens. Exact. Les éduquer. La prospection, en fait, c'est une conversation. Là. C'est une conversation entre deux êtres humains. Tu n'es pas obligé d'essayer de vendre tout de suite. Puis souvent, c'est ceux qui essaient de vendre tout de suite l'autre téléphone, c'est là que ça marche pas. Si tu fais du porte-à-porte puis tu essaies de signer un contrat dans le cadre de porte, ça marche pas. C'est pas ça le but. Ouais. Mais souvent, c'est à moyen, à long terme. Si tu as fait une bonne impression, tu fais un bon suivi. Mais là, quand c'est le temps, ils pensent à toi. T'sais. Exactement. Comme, en tout cas, moi, c'était le même avec vous autres. Mais pour revenir plus au côté finance, là, quand tu rencontres un client, tu vas-tu conseiller en premier d'investir ou de baisser les dettes, le ratio d'endettement? C'est quoi la première chose que tu vas... Disons que j'ai fini de faire mon évaluation initiale. Ouais. J'ai regardé sa situation, j'ai fait son bilan. Ouais. On a fait la première rencontre. On a fait la collecte de données. Là, je regarde ça. Là, je vois que monsieur a des dettes. Monsieur carte ou madame, crédit, ou peu importe. Là. Le client, il y a une marge de crédit, une carte de crédit, un prêt accordé avec Bro et Martineau. Là, il a acheté des immeubles, peu importe. Fait que là, c'est sûr que on regarde toujours c'est quoi le taux d'intérêt qui est payé sur les dettes. C'est souvent la première étape. Là. Parce qu'il y a des dettes qui sont vraiment pas bonnes, puis tu as des dettes qui sont peut-être un petit peu meilleures, là, meilleures entre guillemets. Là. Parce que c'est sûr qu'une hypothèque, oui, tu payes un taux d'intérêt sur ton hypothèque, mais tout le monde le sait qu'un jour, tu vas revendre cet actif-là, puis tu vas vendre avec probablement un profit, là, si tu as pris soin de la propriété. Là. Donc, même si tu as payé un intérêt pendant toutes ces années-là, ça va probablement couvrir l'intérêt, puis peut-être tu vas te faire un profit. Fait que c'est moins pire qu'une carte de crédit à du 20% d'intérêt. Parce qu'une carte de crédit, là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que toutes les autres dettes, les prêts hypothécaires, les marges de crédit, tout ça, ça varie avec le taux directeur. Fait que les cartes sont tout le temps. Les cartes, c'est toujours 21,99 ou 20,99 ou 15. Ça bouge pas, ça. Puis ils ont essayé de passer des lois. C'est immense, hein? Là, en ce moment, le taux directeur, il est 4,25 pour les... Fait que les hypothèques sont autour de 6 à peu près, 5,75. Puis là, c'est normal, c'est beaucoup. Là, c'est sur un prêt de 300, 400, 500 000. Ouais, les cartes de crédit à 20%, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, tu sais. Puis, on parle des... Surtout ceux qui laissent un solde de mois en mois, tu sais, qui ne ramènent jamais à zéro à la fin du mois. Oui. Puis, tu sais, l'hypothèque, on dit 6%, c'est un gros taux, mais tu sais, nos parents, moi, j'ai payé du 20% en 1982, là, tu sais. Ça, c'est ceux qui marchaient 3 km pour aller à l'école avec des... C'est ça, c'est cette gang-là, là. Mais, tu sais, ils ont payé c'est vrai pareil, tu sais. Oui, mais ils ont payé leur maison 50 000 au lieu de 500. Oui, ils l'ont payé 3 fois, mais ça remet quand même juste à 150 000, là, tu sais. Ouais. Hein? C'est ça. Oui, les taux d'intérêt étaient hauts, mais imagine payer des taux de même aujourd'hui qu'une maison d'1 million. Ça serait... Ton paiement serait combien? On le fait-tu le calcul pour la fin? Ton paiement paiement serait 10 000 et quelques par mois, là, même plus que ça. Ça n'aurait pas de bon sens, il n'y aurait personne qui qualifierait. Fait que, tu sais, puis les cartes de crédit, ça, on dirait que ça bouge pas. T'sais. Fait que les cartes de crédit, c'est sûr que c'est la plus mauvaise dette que tu peux avoir, ça serait celle-là. Ça serait une dette de carte de crédit. Là. C'est quoi le... Surtout si tu ne payes pas ton sol. Une carte de crédit que tu payes ton sol à tous les mois, tu peux te ramasser des points. Souvent, les gens aiment ça. Puis, tu sais, souvent, qu'est-ce que les gens ne savent pas? Ce serait toujours mieux de payer carte de crédit quand tu peux que carte de débit. La carte de débit, si tu fais frauder ta carte de débit, tu n'as aucune protection. Dans un commerce, mettons, tu tapes puis la machine... Quelqu'un s'empare de ta carte de débit puis commence à faire des achats avec ça. Là.
il y a ton NIP là, à 4 chiffres. Puis il fait des achats avec ta carte de débit. Interact, il s'en fout. Là. Okay. Tu seras jamais remboursé. Vider le compte. Puis... Ouais. C'est que c'est beaucoup plus long. Tu pourrais avoir des procédures avec ta banque, tes ci, puis tes ça, mais ils sont même pas obligés de te rembourser. Visa et Mastercard, ils vont te rembourser automatiquement. Ça va prendre quelques jours, ça va être fait. Ouais. Ils vont fermer ta carte, changer de numéro, tout est... Faire frauder ta carte de crédit, c'est pas tout le monde, presque tout le monde l'a déjà fait faire. C'est comme un passage obligé. Un passage obligé, puis là, tu vois les dépenses sur ton... Mais c'est tout remboursé. Ouais. C'est le fun d'avoir cette protection-là. Souvent, c'est ça que je dis à mes clients, paye avec ta carte de crédit tout le temps, ramasse tes points, paye le solde. Fais juste attention de payer ton solde. Ouais. C'est quand tu traînes un solde impayé que là, c'est moins le fun. Puis tu le payes, tu vois les 100$, 200$ d'intérêt par mois. Ouais, mettons, tu as une limite de, peu importe, je sais pas moi, 10 000 sur ta carte de crédit. C'est quoi le pourcentage que tu ne devrais pas dépasser? C'est une bonne question. J'ai entendu, moi, tu dépasses 50%, mais je ne sais pas si j'ai les bons chiffres. Ça, c'est la vérité parce que c'est pas c'est que ça va affecter ta carte de crédit avec Equifax ou avec quelqu'un qui va aller vérifier ta carte de crédit. Si tu n'es pas obligé, mettons que tu ne payes pas au complet, mais toujours, mettons que tu as une carte de 10 000 et tu es toujours en haut d'à peu près 60-70% de ta limite. Même en haut de 50, là, ils voient que tu ne le payes pas au complet sur ta carte de crédit. Fait qu'ils voient ça. Fait qu'à tous les mois, ta carte de crédit, elle va descendre un peu. Elle va s'éroder tranquillement. Puis tu vas payer beaucoup d'intérêt. Ouais. Mais si tu laisses, mettons, tu as une carte de 10 000, tu laisses un solde de 1000, 2000. Ça, je pense. Là. Fait que, mais c'est toujours obscur, les codes de crédit. Hein? Comment est-ce que c'est évalué? Fait que, ouais. Tu as plus qu'une façon aussi de l'évaluer. Parce que je pense que tu as les... Equifax, TransUnion, tu as plusieurs compagnies qui l'évaluent. Parce que tu peux regarder ta cote de crédit sur une application mobile d'une banque, puis après ça sur Equifax, puis c'est pas la même. T'sais. C'est spécial. Ouais. Ça, c'est drôle de... On n'aura pas de réponse exacte aujourd'hui. Désolé. Désolé pour les auditeurs. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez... Il y a comme tout le temps comme une genre de zone spéciale. Mais essaie de rester en bas de 50% de sa capacité, de sa limite de carte. Idéalement, pas avoir de solde. Pas avoir de solde. Mais tu sais, c'est sûr, la marge de crédit, ben là, tu me poses la question. Mettons, la pire dette, ça serait genre carte de crédit. Là, ça, tu veux pas ça. Après ça, ben c'est sûr que des prêts personnels avec des hauts taux d'intérêt, ça peut arriver. Les prêts personnels à du 0% là, qui passent pendant 36 mois 0%. Paye pas ça. Ben non. Ça donne à rien de le payer plus vite. Ça tu es tout bien de l'étaler. Ça, tu payes pas d'intérêt. Fait que ça, mais ce que les gens ne savent pas souvent, c'est si tu manques un paiement là-dessus, mon homme, accroche ta tuque. Ça va devenir, attache ta tuque avec la broche, ça va devenir un paiement de carte de crédit quasiment. À 20%. Ouais. Mais si tu lis les fine prints du contrat, mettons un contrat accordé ou peu importe, là. Ces 36 mois-là à 0% d'intérêt, ne manque pas un paiement parce que tu vas te faire ramasser. Ah ouais. Hein. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on regarde la carte de crédit. Après ça, marge de crédit, c'est souvent la deuxième. Là. Parce que tu as marge de crédit personnel, puis tu as marge de crédit hypothécaire. Marge de crédit hypothécaire, c'est adossé à ta maison. Mais souvent, le taux il est moins élevé. Marge de crédit personnel, c'est comme adossé dans rien, dans le fond. C'est adossé sur ta capacité de la rembourser. Fait que ça, souvent, le taux, il est variable, il est à côté au taux directeur. Fait que là, on a des marges de crédit personnel en ce moment à du 8, 9, 10, 11 %. C'est quand même assez haut, là. Fait que ça, faut que tu fasses attention aussi, là, de pas... Fait que ça, c'est... Puis après ça, tu as le prêt hypothécaire qui est souvent ça, tu rembourses ça tranquillement. Là. Puis tu sais, la question se posait même il y a un an, le taux directeur est à 0,5. On disait tout, il n'y a pas de problème à avoir des gros prêts hypothécaires, puis ci, puis ça, puis tu es aussi bien de prendre ton argent puis l'investir. Refinancer, sortez votre équité. Sortez votre équité, puis mets-les dans tes CELI, mets-les dans tes REER, mets-les dans des placements, fais des placements avec ton équité ou achète un autre bloc. Là, il faut faire un petit peu plus attention, là, tu sais, avec les taux d'intérêt qui montent. Fait que c'est toujours une question, le taux d'intérêt est à combien aussi? Le taux d'intérêt directeur. Okay. Pour répondre à ta question, là. C'est du cas par cas beaucoup, puis c'est où ce que l'économie se situe au moment qu'on fait l'évaluation, là. OK. Mais il y aurait quand même moyen de dire, OK, j'ai mettons, un montant X par mois. Il y a une partie qui peut aller pour rembourser des dettes plus vite, puis l'autre partie, on peut commencer tout de suite à Oui, c'est ça. Fait que, on fait un petit budget d'investissement. C'est sûr que le budget personnel, j'aime mieux ne pas le faire au complet pour un client. Tu sais, comme qu'est-ce qu'on appelle un budget familial, mettons, okay. Là. Dépenses, revenus. Ouais. Fait que ça, c'est aux gens. Rentrer le bill de téléphone puis l'épicerie. Je ne vais pas commencer à faire ça pour un client. La raison, je pourrais le faire, c'est super simple pour moi. Là. C'est juste long, là. Mais c'est super facile. C'est juste que souvent, quand je vais faire un budget pour un client, je donne le budget, il ne le suit pas. Quand tu dis que quand c'est toi qui le crée, on dirait que tu as plus tendance à le suivre. Ouais. Tu t'es créé cette routine-là, cette mentalité-là, cette discipline-là, un peu comme avec l'entraînement. C'est toi qui as décidé. Comme un plan alimentaire ou un plan d'entraînement. Fais ça. On dirait que là, t'es comme, c'est pas moi. T'es pas comme.
Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu es moins motivé à le faire vu que c'est pas toi qui l'as créé. Ouais. Quand c'est toi qui fais ton propre budget, c'est exactement. Puis là, tu le sais que tu dépenses. Tu le sais que tu as ta petite gâterie à tous les mois. T'en mets, là, tu sais. Donc là, tu fais ton budget, puis là, tu dis, ben écoute, wow, je savais. Tu sais, je dépensais, j'ai 10 000 de dépenses, puis j'ai 8 000 de revenus. Mais là, c'est OK, t'es à moins 2 000 à la fin du mois. Comment ça? Y a-tu quelque chose que tu peux. Fait que c'est la première étape, c'est le budget. Je dirais que c'est la plus grande erreur de la majorité des gens, c'est qu'ils n'ont pas de budget. C'est comme si je dirais à un pilote d'avion de s'en aller en Chine, mais je ne donne pas le plan de vol. Tu fais quoi? Il va passer par où? C'est bien mieux d'avoir un budget et de savoir à la fin du mois qu'est-ce qui te reste dans les poches. Puis un budget qui est réaliste aussi. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus dures à budgéter, comme les petites dépenses, les foleries, mettons. Là. Ouais. Fait que toi, tu te laisses un buffer. T'sais. Mais l'épargne systématique devrait être tu devrais te payer toi-même. Ça devrait être dans tes dépenses. T'sais. C'est combien faut-tu mettre de côté? Ouais. La règle de pouce, c'est à peu près entre 10 et 20 % de ton revenu brut. Là, à peu près. Que tu devrais mettre en épargne, peu importe là, que ce soit en immobilier, en REER, peu importe, à la bourse. Ouais. C'est entre 10 et 20 % de ton revenu brut. Tu dois connaître Grant Cardone, sûrement. Oui. Bon. Lui, un de ses... qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, je sais qu'il y a personne qui ne l'aime pas, mais il dit tout le temps, il dit, faut que tu te payes en premier. C'est ça. Il dit, paye-toi en premier. C'est une facture. Hein? Ouais. Il dit, tu sais, tu payes, tu sais, quand tu es salarié, tu payes tes impôts. Je l'ai vu son vidéo. Tu l'as sûrement vu. Fait que, tu sais, nous autres, de se payer en premier, crime, c'est important. Là. Ouais. Puis c'est encore plus dur pour un travailleur autonome qui n'a pas de déduction à la source. Là. Il n'y a pas de DAS de lui. Là. Il y a une paye brute dans son compte qui rentre. Le courtier immobilier, c'est l'enfer. Courtier immobilier, quand tu n'as pas les taxes puis l'impôt qui est enlevé. Quand je commence avec ça, un courtier immobilier. Qui arrive? Ben ça, c'est le temps. Là, on est là. Janvier, là, ça va être le temps des impôts. Et toujours en retard d'un an. Tu paniques un peu. Ben, c'est sûr que si tu as vécu sur ton brut toute l'année, tu es dans la merde. Tu vives sur du net, faut que tu t'enlèves 30% facile pendant toute l'année. Tu mets de côté pour payer tes impôts. Ou tu fais des retenues, pas des retenues, mais des acomptes provisionnels. Ouais. Tant que tu n'es pas obligé de le faire, tu es tout semaine garder l'argent pour toi et la faire fructifier un peu pendant l'année. Là. C'est un autre petit truc. Ouais, non, c'est ça. Moi, tu vois, c'est ma 3e année, ils m'en ont pas demandé encore des acomptes. Si tu te le demandes pas, tu surfes ça, puis jusqu'à là que tu te le demandes. Non, c'est sûr, je ne le renverrai pas pour rien. C'est ça. Attendre. Quand tu commences à le demander, tu n'as pas le choix d'y fournir. Là. Ouais. Sinon, tu payes un intérêt sur tous les mois en retard que tu ne fournis pas. Oui, puis si une année, on veut tout le temps faire plus que l'année d'avant, mais si une année, mettons, tu fais moins, bien là, tes acomptes provisionnels sont sur l'ancien montant. C'est spécial, hein? Ouais, tu peux demander un ajustement à ce moment-là. Tu peux t'organiser avec le gouvernement. OK, en disant comme je planifie pas faire tant cette année. Il y a toujours manière de négocier un peu avec eux. OK. Puis, si on parle, mettons, des véhicules de placement les plus connus, là, ça va être le CELI, le REER. Je sais que tu voulais parler du CELI App aussi. Ben oui, le petit nouveau. Le nouveau-né. Le petit nouveau. T'es-tu du genre à dire maximise ça, ces produits-là, ces programmes-là, avant d'aller à la bourse ou dans d'autres types d'investissements, ou tu vas vouloir... Ben là, tu mélanges beaucoup de choses. Écoute, il faut toujours distinguer en premier lieu l'épargne versus l'investissement. Parce que épargner et investir, c'est deux affaires complètement différentes. L'épargne, c'est pour quelque chose qui est court terme. Tu le sais que tu veux t'acheter un auto dans 6 mois, 1 an, elle coûte 10 000, tu vas mettre 1 000 $ par mois pendant 10 mois, tu vas acheter dans ton CELI, mettons. Tu pourrais utiliser ton CELI. Mais le CELI, l'avantage du CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Puis souvent, les gens, ils voient le CELI, l'acronyme compte d'épargne. Ça devrait être un placement libre d'impôt. Ça devrait être un PLI, un CELI. Mais ça n'est pas bien pli. Et qu'ils sont dit, on va appeler ça CELI. Parce que c'est un placement libre d'impôt, le CELI. Dans le fond, le CELI, c'est juste une boîte que le gouvernement vient mettre sur ton placement. Il vient dire tout ce que tu vas générer comme rendement dans ton investissement CELI, peu importe si tu investis dans quoi. Là, tu me parlais de la bourse, tu me parlais d'un compte épargne, un certificat de placement garanti. Tu pourrais même mettre ça dans des lingots d'or à la banque, si tu veux. Là. Mais la plus-value que ça va prendre, mettons que tu as fait un investissement de 10 000, puis 1 an après, ça en vaut 15, mais ce 5 000-là de plus-value, de gain, ne sera pas imposé à la sortie du régime. Il ne sera jamais imposé pendant que l'argent va rester dans le régime. C'est ça qui est la magie du CELI. Fait que c'est quoi que toi, tu aimerais mieux mettre dans ton CELI? Un placement qui fait 1% d'intérêt ou un placement qui en fait 10% et tu ne payes pas d'impôt dessus?
Un placement que tu as une chance de faire 10%, c'est les placements qui génèrent le plus de rendement, tu devrais les avoir dans ton CELI et dans ton REER. Logiquement. Parce qu'il n'y a pas d'impôt qui va être généré là-dessus. Fait que l'épargne à court terme, pourquoi utiliser tes droits de contribution? À moins que tu en aies vraiment beaucoup de droits pas utilisés puis tu as de la place en masse. Là. Mais pourquoi utiliser ces droits-là puis de leur sortir pour un auto 10 mois après? Ça donne pas grand-chose. Ouais. L'avantage du CELI est plus, ça réside plus dans faire des investissements à long terme. Okay. Parce que les gens le comprennent un peu moins, le CELI. Ils pensent que c'est un compte épargne, mais c'est pas juste un compte épargne. Le CELI. Souvent, dans les banques, la majorité de mes clients ont des comptes épargne dans les banques, comptes épargne CELI. T'sais. Mais ça sert à pas grand-chose. Oui, c'est ça, parce que tu fais pratiquement aucun intérêt, faut que tu le places. C'est ça. Fait que l'épargne, l'investissement, ben ça, c'est plus sur du long terme. T'sais, l'investissement, c'est ça, je dis souvent aux gens qui veulent commencer à investir dans les CELI, puis les REER, puis mettre de l'argent de côté pour la retraite. Mais c'est de l'argent. Est-ce que c'est de l'argent que tu es prêt à risquer? Est-ce que c'est. Parce que la règle numéro 1 en investissement puis en finance, je me rappellerai toujours mon premier cours que j'ai eu à l'université. Finance 1, le prof, il rentre puis il dit écoutez, il n'y a pas de repas gratuit en finance. Tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de repas gratuit. Ça veut tout dire. Dans le fond, c'est la base, la base. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rendement sans prendre de risque. Fait que, tu sais, les gens qui te proposent des gros rendements puis il n'y a pas de risque, sauve-toi. Il y en a eu des scandales, il y en a eu plein. T'sais. Prends ton argent puis sauve-toi. Place pas là. Ouais. C'est parce que ça n'existe pas un rendement sans risque. Parce qu'un rendement de 10%, ben, il y a des années que ça va faire du moins 10%, des années que ça va faire du 20%, puis des années que ça va faire du 5%, des années que ça va faire moins 20%, comme cette année, mettons. Faut que tu sois prêt à tolérer cette baisse de valeur-là qui peut arriver à chaque année. Mais qu'au bout de la ligne, si tu prends un rendement moyen annualisé de tout ça, ben, ça va tourner à l'entour de 7, 8, 9, 10%. Versus que si tu veux de la sécurité d'esprit, ben laisse-les dans un compte épargne à du 1%, 2%. Mais ça, tu vas le faire à chaque année. Bon, tu n'auras pas de fluctuation, mais ton rendement sur... C'est ça. Ben, c'est comme l'immobilier. Quelqu'un qui disait hey, j'ai acheté en 2022, là, tu perds de l'argent ou tu en fais quand tu vends. Là. Tant que tu ne vends pas, tu as une affaire à la bourse. Tant que tu ne vends pas ou tu n'en fais pas de profit. Tu as tout compris. C'est la même affaire que l'immobilier. Mais c'est ça, faut... Moi, je le regarde jamais, mon compte. Là. Comme... Son compte de placement. Je l'ai regardé 2 fois peut-être, là, juste comme par curiosité au début, mais je veux pas savoir, je n'ai pas de besoin là, c'est pour plus tard, fait que je veux pas savoir. C'est de l'argent que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui. Ouais. Fait que, l'investissement, c'est que tu sacrifies cet argent-là. Dans le fond, tu te prives aujourd'hui pour profiter plus tard. Hey, c'est bien dit. Hein? C'est Colin, hein? Ouais. C'est profond. Encore, attends, je vais essayer de c'est se priver aujourd'hui pour profiter plus tard. Les petits sons sur ma nouvelle machine d'enregistrement. C'est vrai, puis ça demande de la discipline de se priver aujourd'hui. De se priver aujourd'hui. Peu importe le montant que tu mets de côté par mois, que ça soit 20$ quand tu es ado ou 100, 200, 500$. Il n'y a pas de petit montant. Il n'y a pas de petit montant, mais c'est que ce montant-là, clairement, tu aurais une autre utilité. Il serait facilement dépensable ailleurs. Fait que ça te prend une discipline pour dire, ben mois après mois, je vais couper telle affaire puis je vais l'investir à la place. C'est pas sexy de l'épargne, tu sais, comme mettons le party Noël qui vient de passer. T'aimes-tu mieux arriver à la table et dire que tu viens de t'acheter un bombardier, je sais pas quel modèle, à 5000$ ou dire que tu as mis 5000$ dans ton CELI et tu l'as maximisé pour cette année? Ouais, c'est ça. C'est quoi qui est le plus excitant? Tu feras pas un post Instagram à côté de ton CELI. Tu dors bien en maudit le soir en sachant que tu as ça de côté, puis que tu as un plan financier, puis que tout est solide, puis que tu t'en vas dans la bonne direction. Ton maudit skidoo bombardier, là, il va falloir combien? Les actifs qui déprécient. C'est pas les pires, pas investissement, mais les pires dépenses. Là. Ouais. Qu'est-ce que les automobiles? C'est une qualité de vie, Steph. C'est juste ça. Ouais. C'est pour ça que ça vient tout à se priver aujourd'hui pour profiter plus tard. Ça part tout de là. T'sais. C'est parce que quelqu'un qui a un gros train de vie, qui a toujours les. Puis on parlait tantôt pourquoi que les gens ne tiennent pas leur résolution, tout ça. C'est parce que c'est facile de se laisser tenter par le nouveau téléphone puis le nouveau skidoo, le BM. C'est facile, puis c'est le fun, puis c'est toujours c'est excitant. Puis d'acheter l'immobilier, on disait, c'est excitant aussi. C'est sûr que ça, c'est un bel actif à acheter. L'immobilier, c'est un bon investissement. Mais c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus le fun que parler de ça que d'assurance ou d'investissement dans un CELI ou dans un REER. Ouais. Fait que, surtout quand tu parles avec des amis, puis tu veux toujours impressionner, tu veux toujours comme être ça à coche, puis le gars qui a les belles affaires. Puis, mais ça, il faut que tu regardes toujours, tu reviennes toujours à ton budget. Faut que tu te respectes toi-même là-dedans.
Puis ça revient un peu, on disait l'exemple de la course à pied ou on en parlait avant qu'on soit dans le podcast. Puis tu le fais souvent pour toi-même. T'es pas là, quand tu vas courir ton ultramarathon, t'es pas là pour impressionner le meilleur au monde. Là. C'est la même chose. Pourquoi moi j'essaierais d'impressionner quelqu'un qui fait 1 million par année si moi j'en fais 100 000? On n'a pas le même budget. Là. Ouais, c'est ça. La même affaire. Ça donne à rien. C'est aussi bien d'être concentré sur tes affaires, faire ton budget, rencontrer ton conseiller, ton planif. Ben, c'est ça, ça demande de la discipline. Puis il faut que tu mettes ton ego un peu de côté. Parce que, tu sais, comme tu dis, tu as dit le mot, c'est pas sexy, puis c'est exactement ça. Tu sais, dire, hey, j'ai acheté 5 000, 10 000, peu importe de REER cette année. Personne ne parle de ça, là. Puis c'est comme, OK, tu sais, mais j'ai acheté une affaire, X affaire à 10 000. Ah ouais, t'as payé 10 000. OK, Colin. Le gars, il veut tout avoir l'information. Ouais, t'as payé ça où? Tu l'as négocié? C'est à quelle place tu l'as acheté? Pourquoi t'as fait ça? Puis on va s'en faire ensemble? Je devrais m'en pogner un moi tout. Ouais, c'est ça. Ça l'amène de la discussion. J'ai mis 5 000 dans mon CELI. Ah, ben OK, cool. Bon, parfait. La conversation elle finit là, mais pourtant, c'est ça qui va être... ça va tellement être payant plus tard. À long terme, là, ouais. Sauf que le monde vive au-dessus de leurs moyens? C'est une bonne question. Mais tu sais, c'est quoi vivre au-dessus de ses moyens? Il faut définir vivre au-dessus de ses moyens. Je pense que le monde mettre assez de côté ou d'avoir... Tu sais, parce que tu en connais sûrement là, du monde. Ils ont l'air de vivre la grosse vie, les chars, bateaux, Puis après ça, toi, tu as accès à mettons, leur compte de banque, puis tout. Puis là, tu fais comme, OK, Colin. Puis tu sais, c'est plate parce que ces gens-là ont moins accès à des services financiers. Tu sais, des gens, des fois, qui... c'est sûr que pour nous, c'est pas une clientèle qu'on recherche beaucoup. C'est des gens qui mettons, qui sont vraiment au niveau financier, que ça va moins bien. Là, c'est, mettons, des gens qui ont vraiment pas... qui vivent vraiment au-dessus de leurs moyens, puis là, sont proches de la faillite. C'est sûr, souvent, qu'ils viennent pas nous voir. Là, ces gens-là sont comme... C'est plate parce que c'est eux qui en auraient le plus besoin, quasiment. Là, mais des gens qui vivent vraiment au-dessus de leurs moyens... Moi, je te dirais que c'est sûr que lorsque les mauvaises dettes commencent à augmenter de plus en plus, c'est souvent là qu'il faut que tu fasses attention. Quand tu commences à refinancer ou t'endetter pour payer ton coût de vie, là, mettons, pour te payer une bébelle, c'est pas pire de temps en temps, tout ça, mais si tu as besoin de refinancer ta maison pour payer une autre dette. Ou régler ta fin du mois, là, que tu as plus de factures que qu'est-ce que tu gagnes, là, ça va pas bien. Parce que tu n'as pas grand choix. Là, soit que tu baisses tes factures, soit que tu augmentes tes revenus, tu vas te chercher une deuxième job. Pas 36 solutions dans ce moment-là. C'est ça que je dis à mes clients. C'est quoi d'autre tu veux faire? Puis souvent, quand tu as un certain mode de vie, aussi un certain confort, un certain luxe, mettons, dans ta vie, tu veux pas redescendre. Si tu es habitué de rouler avec un char neuf, tu fais des locations. C'est ça. D'aller t'acheter un auto usagé de 3-4 ans, peut-être pas un modèle de luxe, mais pas évident. Personne ne veut faire ça. Si tu es habitué de manger au resto 3-4 fois semaine, de dire, moi, y aller une fois par mois, puis je vais manger à la maison. Ouais. Tu peux pas faire ça. C'est souvent ça l'erreur. C'est souvent plus que tu en fais, plus que tu en dépenses. T'sais. C'est souvent ça que là, il faut faire attention. À un moment donné, ça n'arrivera plus. Là, puis c'est toujours, là, tu regardes les autres, peut-être dans le même domaine, ou dans ton cercle d'amis, ou, ça va vite, là, ou dans ta famille, puis les autres, pourquoi que lui, il y a ce coup de vie. Moi, je suis capable. On dirait que c'est comme une compétition. C'est pas rapport. Un nouveau set de golf. Moi aussi, je suis dû pour un. Mais c'est sûr que plus que tu en fais, plus que tu dis je suis capable. Je suis capable de me gars. Faut que tu fasses attention, d'être resté humble un peu, puis de toujours revenir à ton budget. Puis c'est ça. Puis là, ça revient aussi au couple. Comment tu évalues ça avec un couple, un qui fait plus d'argent, un qui fait moins d'argent. C'est souvent des questions que j'ai à répondre. Il y a beaucoup de psychologie. Dans mon domaine, c'est pas évident. Surtout quand tu rencontres des couples, puis des fois, t'as des couples qui chicanent devant toi. Ça arrive, là, fait que c'est... c'est sûrement peut-être déjà arrivé toi tout, là, dans des visites de maison, puis tout ça, mais... On a toutes des histoires... dans l'automobile, je voyais ça souvent. Où tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'ils se disent dans le char, mettons, avant d'arriver au c'est pas comment ça arrive, tu sais. Puis là, ils viennent de se pogner, là, tu le sens. Il y a une tasse. Et là, tu essaies de... Tu marches sur des œufs. C'est ça, puis tu sais, en immobilier, comme toi, en finance, tu rentres dans la vie privée des gens. Fait que c'est sûr qu'il y a des émotions qui sont reliées à ça. C'est sûr. Il y a beaucoup de tu sais, le mindset par rapport à l'argent, puis il y a beaucoup de psychologie qui est reliée à ça. Tu sais, des fois, des comportements qu'on a. Comme j'avais un gars sur le podcast, Richard, il y a une couple de 2-3 mois, puis tu sais, lui, il y avait c'était comme comment il disait ça, dépenseur excessif, là, mettons. Là, tu sais, quand il y avait une émotion,
il allait Comme une rage de sucre, genre quelqu'un qui... Fait, au lieu de boire ou au lieu de manger du sucre. Il dépense. Lui, il aime ça dépenser, sortir le cash, puis quand on paye. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois, la semaine passée, avec Valérie, elle parlait d'une période de sa vie où est-ce qu'elle travaillait dans l'automobile, puis elle était moins heureuse, puis elle disait, qu'est-ce que je faisais? Je dépensais plus, tu sais, dans des affaires, dans du linge, des robes par rapport, tu sais. Fait que souvent, c'est très... Les comportements avec l'argent, c'est fou, hein? souvent aux émotions. Fait que là, d'être capable de garder, genre, ta discipline quand tu as un objectif, ça peut être du stock. Là. Puis, tu sais, nous, on a un moment donné, en tant que planificateur financier, je peux pas contrôler ça. Là, tu m'appelleras pas toutes les semaines savoir... C'est comme un médecin. Il sait-tu, lui, tu te bourres la face ou tu vas pas au gym? Lui, t'arrives à son bureau et t'as le diabète. On va régler ça. À un moment donné, il peut pas... Puis là, il dit, ben arrête de boire, arrête de fumer, arrête de... Mon père, ça n'est un médecin de famille, puis c'est ce qu'il me disait. C'est ça, tu fais tout le temps. C'est ça, ça vient de loin, tout ça, ça. Mais moi, j'ai jamais voulu être dans le domaine de la santé. Moi, c'est la santé financière des gens. Lui, c'est la santé, mais moi, ça m'a jamais intéressé de devenir médecin comme lui. Mais tu sais, un moment donné, tu peux pas faire de miracle. C'est ça qui arrive. Un moment donné, tu peux pas le faire pour le monde. Tu peux pas le faire pour le monde, t'as-tu compris. Fait que, nous autres, on essaie de les aider le plus possible, comme je te disais. Ça revient toujours au plan financier, leurs objectifs, les accompagner. Puis c'est beaucoup de psychologie, tu sais. Oublie pas, on avait parlé de telle affaire au début, tu m'avais dit dans 2 ans, puis là, vous vouliez acheter un triplex, mais gars, il faut garder le cap, il faut mettre ça de côté. Hein, puis oublie pas, il faut réviser ton assurance, il y a eu un deuxième bébé, il faut pas oublier ses études. Mais tu sais, puis à chaque fois que je re-rencontre un client, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout dans la vie d'aujourd'hui. Qui reste à même job pendant 30 ans? Là? Un salarié, il n'y en a plus bien. Ah non, c'est ça change des choses qui peuvent arriver en 1 an. Fait que nous autres, c'est beaucoup, beaucoup de la psychologie. Puis les gens, puis on dirait qu'on est quasiment souvent un psychologue. Les gens nous posent toutes sortes de questions. Tu resterais bête les affaires que les gens nous posent. Ah ouais? Ouais, ça va de long en large. Ouais, c'est fou. Tu vois, l'impression que j'ai, moi, c'est que votre travail, c'est très justement cartésien, avec des graphiques, puis OK, voici tant d'argent qui va pas en tout. Mais non, il y a beaucoup de psychologie en arrière de ça. C'est souvent ça que les gens, les jeunes qui veulent faire notre carrière, ils disent ça va être juste de la maths, ça va être juste être des calculs mentaux. Tu vas avoir besoin de tes maths 436, je sais plus comment ça s'appelle, la star, mais les maths fortes, là, tu sais. Finalement, non. Calcul au cégep, fuck all, j'ai jamais fait de... Non. Ben, un petit peu, je pense. Je suis bon en mathématiques, mais j'ai pas besoin. Là. T'es bon en finance, mais je pense que ça prend des skills sociales aussi. Très. Que t'as. Ouais. Mais que... En finance, t'as 2 comme... Mettons, les finances... Pour travailler dans le domaine de la finance, t'as vraiment le côté... Il y a comme un rideau, là. Tu peux travailler comme en arrière du rideau. Tu sais, travailler dans des gratte-ciels, dans des sièges sociaux, puis travailler vraiment dans des back-office. Être gestionnaire. Tu peux être Chartered Financial Analyst. C'est comme... vraiment comme un analyste financier pour les compagnies qui font des fonds mutuels comme Fidelity Investment, Manuvie Investment. Là, tu travailles dans leur bureau, tu sais. Là, tu crunches des chiffres à journée longue. Tu rencontres pas de clients. Puis tu as l'autre côté que c'est vraiment avec le public. Parce que c'est sûr, tu as de la vente aussi. Tu as un côté de vente à faire jusqu'à un certain point. Ben, moi, je trouve que la vente, elle vient d'elle-même. Moi, j'ai jamais... Moi, je propose toujours des... Je vais toujours... Regarde ça, si tu fais ça, ça va te donner ça. Fait que tu devrais prendre ça. Ça va te donner ça. Regarde, tu vois, c'est là. Avec toi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux accomplir, tu devrais prendre ces produits-là puis les mettre dans le REER, dans le CELI. Tu devrais prendre ces produits d'assurance-là avec cette compagnie-là parce que nous, on était dépendants au bureau, fait qu'on fait affaire avec toutes les compagnies qui existent. J'ai pas d'attachement avec, comme toi aussi en tant que courtier. Tu pourrais pas dire, va à cette banque-là ou va à cette banque-là. Ou, c'était un courtier immobilier, nous, on est un courtier en investissement, courtier en assurance. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ouais, tu travailles pas avec liberté. Vendre juste un produit comme une banque qui vendrait juste le produit de cette banque-là. Nous, le produit qu'on vend, c'est le plan financier, c'est l'accompagnement. Après ça, si le client... c'est ça, c'est l'accompagnement, c'est ça. Je pourrais charger pour faire des planifications. Il y a des gens, des fois, qui me le disent, mais je ne suis pas intéressé à acheter des produits. J'ai déjà mes produits, j'ai déjà mes investissements, je fais ça moi-même. Ou... Là, on peut charger pour une planification financière. On charge un montant fixe, là, puis on fait son plan financier. Ça peut arriver aussi. Il y a plein d'options. Là, ça doit être plus le fun d'accompagner un client pendant des années. Tu as une relation qui se bâtit, tu peux voir l'évolution aussi. Puis si tu conseilles des affaires un peu dans lesquelles tu ne crois pas tout à fait, mettons au début, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, mais je veux dire, mettons, toi, si tes intentions ne sont pas pures, là, sont pas bonnes, mettons, là. Ouais. Mais là,
dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et comment tu m'as conseillé ça, mais c'est ça l'affaire, tu sais, parce pas le garder comme client. Ouais, les produits, si tu vends à des clients des produits, tu sais, juste faire de la vente pour de la vente, tu me parles de faire de la vente, tu sais, moi, je fais jamais ça parce que vendre juste un produit pour vendre un produit, pour faire une commission, la personne, elle va se sentir comme quoi elle n'a pas besoin, puis 1 an après, elle va dire, pourquoi j'ai acheté ça, moi? Puis là, ben, tu vas perdre, tu sais, puis elle rachètera plus jamais rien avec toi. Ouais. Nous, on bâtit sur le long terme tout le temps au bureau. C'est la bonne. On mise là-dessus. T'sais. On n'est pas stressé, on ne pousse pas personne. T'sais, les gens, j'ai bien des gens, puis c'est le fun parce que j'ai bien des clients qui me réfèrent leurs enfants. Puis ces gens-là, je n'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière, elle avait 19 ans, 20 ans. Elle n'avait rien. Elle m'a dit, je veux mettre 25 $ de côté par mois. Ça commence dans moi. C'est super, là, le thinking, là, dans l'arrêt de ça. C'est super le fun. Mais pour moi, je veux dire, je ne gagnerais pas ma vie avec ça. Là, mais ça m'a fait plaisir de la rencontrer parce que c'était pour un client qui ça fait longtemps qu'il est avec nous autres. Puis lui, il était content que sa fille nous rencontre. C'est souvent, on s'occupe souvent de la famille. Ça, c'est le fun. T'sais. Au-delà du client, ben, les gens autour de lui. Ça, c'est le fun. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et après ça, ben, cette cliente-là, peut-être qu'un jour, ça va être 2500 par mois. Puis le salaire va augmenter. Elle va te référer sa famille à elle. Puis tu sais jamais où ça peut. Oui, quand tu bâtis la relation quand ils sont étudiants, quand ils sont plus jeunes, on est beaucoup dans les associations étudiantes. Olivier, il travaille beaucoup avec des associations étudiantes là, à Montréal, à Trois-Rivières puis à Québec. Professionnels de la santé, beaucoup. T'sais. Ces gens-là, il faut que tu les... Ils sont tellement dans leurs études, tellement concentrés dans leur domaine qu'ils ne pensent pas à ça. Mais quand tu les aides avec leurs prêts étudiants, quand tu les aides à faire leur budget personnel, quand tu les aides avec des petites choses qui ne nous ramènent rien, ça ne nous ramène pas de commission là, parce qu'on ne vend pas de produits. Puis on ne vend pas de services, mais on offre un accompagnement pendant qu'ils sont aux études. T'sais. Mais quand ils sortent et qu'ils ont le salaire, ben là, oui. ils se souviennent de toi. Ils se souviennent de toi, c'est ça. T'en fais de la prospection. Ça en est, ça? C'en est-tu, ça? Ben oui. Ouais, mais c'est le genre de prospection que j'aime faire. Non, parce que c'est ça va être fait. Parce que tu viens d'une bonne place, tu veux aider, tu veux donner de la valeur. C'est ça. Puis après ça se transfère en client payant, parfait, mais sinon, tu as quand même transmis t'es aidé dans le processus. Puis si le client, si disons, pendant la fin des études, son meilleur ami, ben, il est planif, ben Colin, vas-y, je ne vais pas commencer à l'appeler, puis hey, voyons donc, tu ne fais pas affaire avec nous autres. Mais non, tu comprends. C'est de même. C'est même affaire dans le courtage, ça peut. Tu as sûrement eu des fois que. Je donne des conseils des fois ou quelqu'un qui n'a pas pensé à toi. Puis ça arrive des fois et finalement, j'ai fait affaire avec telle personne dans ma famille ou finalement le projet tombe à l'eau puis finalement, je n'achèterais pas. Ouais. Puis ça se peut que ça se transforme jamais en client payant. Mais on avait un projet d'acheter de quoi ensemble il n'y a pas longtemps. Puis ça tombait à l'eau. J'avais spoté quelque chose puis je t'avais texté. On va aller visiter. Ça se peut que ça concrétise un jour, ça se peut que non, mais gars, c'est pas grave. Là, ben non, c'est ça. C'est de développer la relation, c'est ça qui le vaut le plus cher. Ça n'a pas de valeur monétaire. Tu peux pas mettre de valeur. Tu peux pas le chiffrer, une relation d'affaires, une relation avec un client, mais ça vaut de l'or. Dans le fond, quand on vend une clientèle, nous autres, on vend un achalandage. Un jour, si on vend le bureau, mais c'est ça que c'est les relations, c'est la clientèle. Là, c'est ça qui vaut de l'argent. Ouais. C'est pas l'ordinateur, puis le classeur, puis le tapis à terre. Ça vaut fuck all. Non, c'est ça. C'est les... exact. C'est cool. Écoute, on arrive pas mal à la fin, mais juste pour wrap up, là, mettons quelqu'un justement qui aurait cette résolution-là cette année de prendre ses finances en main, de mettre de l'argent de côté pour commencer à passer des petits conseils, là, tu veux que je lance des petits one-liners. Des one-liners de conseils financiers là, pour quelqu'un qui veut juste écouter la fin du podcast. C'est ça, exact. Non, mais si tu aurais un conseil à dire, tu sais, quelqu'un, mettons, qui se dit, OK, cette année, je reprends mes finances en main, je mets de l'argent de côté, tu commences par quoi? C'est quoi la première chose? Première chose, écoute, moi, je te dirais première chose, on a parlé beaucoup, mais le budget, là, tu sais. Commence par, tu sais, ça va te faire du bien. C'est comme, je te dirais, quelqu'un qui va au gym, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé. Il n'y a personne qui va sortir d'une session de gym, va dire, une journée de marde, puis je me sens pas bien après avoir fait mon gym. Tout le monde va dire, je me sens j'ai plus d'énergie, tu sais, je me sens bien. Même chose quand tu vas faire ton budget, même s'il n'est pas beau ton budget, là, même si ça va pas bien, fais-le. Commence avec ça. Amène-moi-les, viens me voir, puis après ça, on va se rencontrer ou tu vas voir ton conseiller en sécurité financière, ton planif. Appelle-moi, on se rencontre, on fait une petite rencontre, on va établir le plan de match ensemble. C'est pas évident de le faire tout seul, on ne sait pas par où commencer. Tu dis, Steph, quelqu'un, il ne sait pas, mais le budget, c'est vraiment une des premières étapes. Mettre ses objectifs, son budget, regarder sa situation. Après ça, on rencontre un professionnel. Il y a des gens qui pourraient le faire tout seul, mais c'est pas c'est le fun d'avoir. C'est comme un peu aller voir un psy. Des fois, tu n'es pas obligé d'être dépressif pour aller voir un psy. Là. Tu peux aller voir un psy juste pour jaser avec. Même chose avec nous autres. On s'assoit, puis c'est sûr que tu vas sortir de là, puis tu vas être allumé sur quelque chose.
Ah oui, c'est sûr, tu vas aller chercher de la valeur, c'est sûr. Ouais, puis après ça, ben, je veux pas qu'on se quitte avant de parler du CELIAP. Ben, c'est ça, là, je m'en ai c'est ça. Moi, ça m'excite bien gros d'avoir un nouveau régime, là, parce que depuis que j'ai commencé dans le domaine, il n'y en a pas eu. C'est le plus nouveau, c'était le CELI. Quelle année ça a commencé, ça, le CELI? 2009. Okay. Fait que quelqu'un qui avait 18 ans en 2009 pouvait mettre dans le temps, je pense que c'était 5000, ça a commencé, ça a bougé. Fait que le CELI, c'est pas par rapport à ton revenu de l'année précédente comme le REER. Le REER, ça dépend de combien tu déclares en salaire. Ils vont prendre 18% de ça. Le CELI, ben, c'est un montant fixe depuis que tu as 18 ans en 2009. Fait que quelqu'un qui n'aurait jamais mis aujourd'hui, on est rendu à 87 000 s'il y avait 18 ans en 2009, qui pourrait mettre à l'abri de l'impôt dans un CELI. Ça, c'est la limite du CELI. Quelqu'un qui a 18 ans en 2023, cette année, peut mettre 6 500. Ça augmente à toutes les années. Ouais, à partir qu'il y a eu 18 ans. Okay. Puis là, le CELIAP, la nouvelle bébelle. Le compte d'épargne libre d'impôt pour achat d'une première propriété. C'est ça, le APP. C'est achat d'une première propriété. C'est pas une application. Là. Non, mais peut-être qu'il voulait faire ça cool. Il voulait aller chercher les jeunes. Là. Les jeunes, c'est ça. Ça s'adresse aux premiers acheteurs. Donc, quelqu'un qui n'a pas été propriétaire d'une maison dans les 4 dernières années. Fait que, ça pourrait aussi s'appliquer, un petit truc, ça pourrait s'appliquer à quelqu'un qui est retraité, qui est locataire depuis 4 ans. Pourrait l'ouvrir, lui. C'est un peu spécial, là, mais c'est drôle. Parce que... Mettons une séparation, les deux s'en retournent en appartement pour une couple d'années, se rematchent, veulent réacheter. Pourrait l'ouvrir. Okay. Fait qu'il y a, dans le fond, là, il y a une règle pour ouvrir le compte. Faut que c'est la seule règle, c'est ça. C'est d'avoir plus de 18 ans puis de ne pas avoir été propriétaire dans les 4 dernières années. Puis là, une fois que le compte est ouvert, on va pouvoir commencer à les ouvrir en avril 2023. Scoop. C'est avril 2023 qu'on peut commencer à les ouvrir. Okay. Donc, ne courez pas dans vos banques ou allez voir vos conseillers en ce moment. Là, c'est pas encore actif. Pas encore le faire. Ouais, c'est avril qu'on va pouvoir commencer. C'est 8 000 à chaque année pendant 5 ans. Fait que ça donne un montant total de 40 000 Mais le 8 000 que tu vas mettre à chaque année dans le CELIAP va te donner une déduction sur tes revenus. Fait que quelqu'un qui fait, mettons, 50 000 va être imposé sur 42 au lieu de 50, comme un REER. Okay. Fait qu'il va sauver de l'impôt. Il va avoir soit un retour d'impôt, soit qu'il va payer moins d'impôts à la fin de l'année. Quelqu'un qui, peu importe sa job, c'est sûr qu'un étudiant, c'est peut-être moins intéressant. Là. Il est peut-être mieux d'attendre de le cotiser quand il va travailler. Ouais. Quelqu'un qui est sur le marché du travail, disons qu'il vient de finir ses études, commence à travailler, fait 50 60 000 par année, va probablement être mieux d'utiliser ça qu'un REER. Parce que la grosse différence, parce qu'on, tu le sais, le REER, on peut utiliser le régime RAP. Donc un REER, on peut sortir 35 000 pour acheter une première propriété. Mais avec le CELIAP, on peut sortir 40 000, mais on n'a pas besoin de le rembourser. Le RAP, il faut que tu le remettes dans tes REER. Si tu le fais pas, ou tu payes l'impôt. Tu as 18 ans, je pense, pour rembourser? 15 ans. Mais tu n'as pas comme 2 ou 3 ans de grâce au début? 2 ans de grâce, après ça, 15 ans. Okay, tu rembourses un 15 ans. J'avais un 17 ou 18. Ouais, c'est ça. C'est logique. Puis, fait que le CELIAP, ben lui, tu n'as pas besoin. Ça, c'est ça qui est magique. Tu sauves l'impôt, puis tu n'as pas besoin de le remettre. Puis tu ne payes pas d'impôt si tu oublies de le remettre. Tu ne le remets pas dedans. C'est vraiment incroyable. Puis il n'y a pas de catch là-dedans, il n'y a pas de pogne. Il n'y a pas de pogne. Mais la pogne, il l'avait au début quand il l'a annoncé. Tu ne pouvais pas faire le RAP en même temps. Fait que tu ne pouvais pas utiliser le régime d'accès à la propriété plus le CELIAP. Il fallait que tu choisisses un ou l'autre. Soit que tu sortais 35 000 de tes REER ou 40 000 de ton CELIAP. Mais c'est rare que tu aurais les deux maxés. Ça prend 5 ans à maxer ton CELIAP. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui a déjà maxé son REER pourrait retirer 35 000 là? Ça faisait pas de sens. Là. Fait que là, ils ont enlevé ce catch-là, comme tu appelles. Puis là, ils ont dit, tu peux faire les deux. Fait que quelqu'un qui aurait maximisé les deux régimes pourrait sortir 35 000 du REER puis 40 000 du CELIAP. Pour 75 000 de mise de fonds. Puis il aurait juste à rembourser 35 dans son REER, puis l'autre 40, il n'aurait pas à le rembourser. Exactement. Fait que, on prioriserait probablement le CELIAP en premier, si tes clients le demandent. Mais c'est rare, tu vas avoir un premier acheteur, quelqu'un dans vingtaine, mettons, qui a un 75 000 déjà d'épargne. C'est ça. Fait dans ce sens-là. C'est pour ça que le CELIAP, ils l'ont fait dans un sens que, c'est à chaque année, tu peux mettre 8 000, tu peux juste rattraper une année à la fois. Fait que, mettons, tu l'ouvres, mais tu mets juste, mettons, 1 000. Mais l'année d'après, tu pourrais mettre le 7 000 qui manquait plus un autre 8 000. Mais année 3, tu ne pourrais pas aller remettre ton 7 000 la première année. C'est ça. OK. Ouais, tu as tout compris. C'est une année à la fois. Puis là, si j'ai suivi ce que tu m'as dit tantôt, vu que c'est un CELI, ce montant-là, il peut être soit juste dans un compte épargne ou il peut être investi. Oui, fait que tu peux l'investir. Mettons que tu fais, je sais pas, pendant 5 ans, tu fais 4-5 % de rendement, mettons. Tu l'investis dans un fonds équilibré, là, pas quelque chose de trop risqué. Mais tu vas te chercher quand même, mettons, quand tu vas le sortir au lieu de 40 000, ça va peut-être être un petit peu plus que ça. Tu peux le sortir
qu'est-ce que tu as mis plus l'intérêt. C'est ça, fait que si tu arrives à 45 ou... 45, tu sors 45. Ouais. Okay. Puis là, mettons que tu décides de jamais être propriétaire, mais tu peux l'avoir pendant une période de 15 ans. Fait que quelqu'un qui l'ouvre à 20 ans pourrait le garder jusqu'à 35 ans. Libre d'impôt, fructifié pendant 15 ans. Mais pas plus, tu peux pas mettre plus que 40. Pas plus que 40, mais tu peux le garder pendant 15 ans. Tu continues à faire de l'intérêt composé, tu es rendu avec 60 000. Puis si, disons, après le 15 ans, là, tu n'en achètes pas de maison. Tu es obligé de le fermer, mais tu peux l'envoyer dans ton REER sans avoir à payer de l'impôt à la sortie. Parce que si tu ne l'utilises pas pour acheter une maison et tu sors l'argent, tu payes de l'impôt. Tu en as sauvé. Là. Fait que ils viennent te rechercher. Là. Ils disent non, ferait ça pour une première maison, le gouvernement. Il enlève le bonbon. Là, OK. Ben, c'est quand même un super beau produit. Super beau produit pour les premiers acheteurs. Si tu as un couple, mettons la fille n'a jamais été propriétaire, elle a 40 000 dans son CELIAP. Le gars, il a déjà été propriétaire ou il est propriétaire en ce moment, peu importe. Ils veulent s'acheter une maison ensemble. Il y a une contamination du conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y en a un qui est déjà propriétaire, là, il est mieux de l'ouvrir avant qu'elle devienne conjoint de fait avec lui. Parce qu'aussitôt qu'elle devient conjoint de fait, elle est considérée avoir une maison. Là. Fait qu'elle est propriétaire. T'sais. Parce qu'elle habite à cette adresse-là avec lui, conjoint de fait. Il vient de la contaminer. Fait qu'elle ne pourrait pas l'ouvrir à ce moment-là. S'ils habitent ensemble. Ouais, c'est qu'ils n'habitent pas ensemble. C'est correct. Ouais. OK. Parce que là, t'es pas parce que pour devenir conjoint de fait, c'est à la naissance d'un enfant ou un an de cohabitation commune. Pour devenir conjoint de fait au Québec. C'est pour être reconnu par la loi de l'impôt, faire ton rapport d'impôt ensemble. Et que là, tu deviens conjoint de fait à ce moment-là. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Là. Pour le CELIAP, c'est la même chose que le RAP. Le RAP, si tu avais déjà quelqu'un qui avait déjà rappé ou déjà été propriétaire de maison, l'autre conjoint ne peut pas le faire. Pas le faire. Fais attention. OK. Mais tu sais, oui, vas-y. Ben, je sais pour dire, c'est sûr qu'il y a quand même quelques détails à vérifier. Là. Ça va être. C'est du cas par cas beaucoup. C'est ça, du cas par là, cas, j'ai dit les grandes lignes. L'autre grande. Parlez avec votre conseiller financier, votre planificateur, votre courtier hypothécaire quand c'est le temps de faire ça. J'ai bien des parents qui sont excités par le CELIAP parce que, mettons, pour un enfant de 18 ans, tu peux y ouvrir puis mettre, mettons, s'il n'utilise pas au complet son régime d'épargne études que tu as ouvert quand il y avait 1 an, tu peux le flipper là-dedans. Il y a plein de stratégies. Je veux pas aller long en tu peux le flipper. Tu pourrais sortir de l'argent pour ses études, mais s'il ne prend pas tout pour ses études, tu peux en mettre là-dedans. Il y a plein de stratégies comme ça là, qu'on va pouvoir. Pour nous, c'est excitant parce que ça l'amène plein de cas par cas. Ben, ça te donne une option de plus. Une option de plus, c'est ça. C'est un outil de plus dans notre boîte à outils. Ça ne s'applique pas pour tout le monde, mais tout le monde qui sont déjà propriétaires ou l'ont déjà été, ben, oublie ça. Tu ne peux pas l'ouvrir. Oui, c'est ça, mais ceux que les jeunes là, ou les jeunes ou moins jeunes, mais qui n'ont jamais été propriétaires, qui pensent acheter dans les prochaines années, c'est quelque chose à regarder. Toi, il faut que tu en parles à tous tes clients acheteurs, c'est sûr et certain, les premiers acheteurs, parce que le gouvernement a mis ça en place justement pour contrer un peu le prix des maisons puis que les gens sont moins capables d'accéder à la propriété. C'est ça qui est plate en ce moment. C'est pas dans les marchés de maisons à 1 million ou de maisons à 800 000. Ça va toujours se vendre. Ça prend du temps à vendre, mais ça se vend tout le temps. Il y a toujours un acheteur. Puis, c'est sûr, c'est les semi-détachés, les condos, les maisons. Là, avant, ils étaient 300, là, ils sont rendus 400. Ben, c'est ça. Fait que c'est plus dur d'accéder. La première maison, souvent, tu veux quelque chose juste pour commencer. Là, moi, ma première maison, j'ai payé 2,39, un bungalow. Puis ça va valoir bien plus que ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était pas si pire le paiement. Je payais 1000$ par mois. Tu as été discipliné. Il y en a qui veulent avoir déjà la grosse maison comme première maison, mais il y a des étapes. Moi, je pense que oui. Mais c'est plate pour ces gens-là parce qu'il y en a de moins en moins de maisons abordables. Si tu veux être proche du centre-ville, c'est sûr que si tu es capable de vivre un peu plus loin, tu le sais, c'est un peu moins cher. Mettons, si tu t'éloignes un petit peu. Là. Mais c'est plate pour ces gens-là, c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place justement pour aider. Pour essayer d'aider. Pour donner un coup de main. C'est vraiment un beau parce que le 8 000 déductible d'impôt que tu n'as pas besoin de leur payer, c'est du jamais vu. Là, parce qu'un REER, tu sauves. 40 000, le REER, quand tu le sors à la retraite, il est imposable. Ça ne l'est pas. Tu le sors puis tu n'as même pas besoin de le rembourser. Puis tu as sauvé. Mettons quelqu'un qui fait 100 000 qui met 8 000, ben, il va y revenir à peu près quasiment 4 000 $. Fait qu'il va avoir mis 4 000, il va avoir mis 8 000, puis le 4 000 de retour d'impôt, tu peux le remettre dedans. En plus. Plus l'intérêt que tu vas faire sur tes 5 ans avant de le sortir. C'est quelque chose. Ça sera un no-brainer. Si tu es éligible, tu n'as jamais été propriétaire, ça sera un no-brainer de. CELIAP 2023, l'année du CELIAP. Oui, yes, sir. Bon, ben écoute, Max, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que tu es un gars occupé, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. De venir me rencontrer, c'est de nous aider. J'espère que nos auditeurs vont avoir
après une couple de trucs. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Mon baptême du podcast en plus. Premier podcast. Premier podcast. Fait que, je suis content. Good. C'est super le fun, pour vrai. All right. T'es bien accueilli. Thank you, mon chum. Yes, sir. Merci tout le monde. Bonne semaine.